Voilà, si on entreprend ce chemin de la connaissance, de la compréhension, bah, finalement c'est une sorte de terrain de jeu qui est infini. Et puis bah, c'est comme faire de l'alpinisme aussi, hein. On grimpe un petit peu, et puis on apprend au fur et à mesure à avoir un dialogue commun, à engager une discussion, à engager un échange. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andloer part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Alexandre, tu veux dire au revoir? C'est bien, voilà, c'est bien. Hein? Allez. Et je m'appelle Olivier, donc j'ai 44 ans. Donc nous avons 3 enfants. Le premier s'appelle Alexandre, il a 14 ans. Il est effectivement autiste sévère. Ça veut dire il a des difficultés cognitives. Donc à 14 ans, il ne peut pas parler, il n'écrit pas non plus. Et il a une communication par échange d'images. Alors, nous, c'était un petit peu particulier puisque on sentait qu'Alexandre était différent depuis l'origine. Et quand je dis l'origine, c'est même quand il était encore dans le ventre de sa maman, en fait. Mais on va dire que là, c'est un 6e sens, donc c'est un peu particulier. C'est en ça que je dis que c'est très particulier. Et que je me doutais, alors que c'était le premier enfant pourtant, que Alexandre serait handicapé, serait différent. Qu'est-ce qui vous a dit ça de la grossesse? Aucune idée, mais par contre j'avais un ressenti, un pressentiment que Alexandre allait être différent. Et quand il est né, il n'y avait pas de signe visible, hein, puisque c'est plutôt un handicap cognitif, un handicap mental. Pendant les premiers mois, il avait une évolution qui était différente de sa cousine qui était née quasiment au même moment. Et on a eu comme ça un suivi dans un centre pour diagnostiquer qu'il y avait un retard de développement. Et effectivement, ils ont confirmé ce retard à ces 9 mois. Et on a pu faire un diagnostic plus tard. C'est plutôt ma femme qui a eu la volonté et l'initiative de faire ce diagnostic d'autisme quand il avait déjà plutôt 3 ans et demi. J'ai considéré que ça faisait partie de la vie, qu'on pouvait accepter cette différence, que voilà, c'était comme ça, et qu'il fallait faire avec, comme un peu tout ce qui peut arriver. Donc je ne l'ai pas ressenti comme une douleur, à aucun moment, je pense. Et par contre, récemment, effectivement, quand j'ai choisi d'entreprendre la création d'une entreprise dans la restauration et pour créer de la place pour des personnes en situation de handicap, dont mon fils, puisque je l'entreprends pour lui à l'origine. Dès lors que j'ai choisi ce cap-là, ça m'a effectivement chamboulé, on va dire, psychologiquement, et j'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie précédemment. C'est-à-dire cette douleur cette douleur que j'avais sans doute refoulée très très profondément, d'avoir un enfant qui n'évoluera jamais comme les autres. J'ai l'impression que c'est une grosse tristesse qui s'est exprimée là, qui s'est exprimée pendant ces derniers mois, une tristesse de tout ce qu'il ne pourrait pas faire. Mais alors que pourtant, pendant ces 14 années, j'ai toujours été combattant pour justement concevoir une vie de famille, une vie tout à fait naturelle et entre guillemets normale, malgré cette différence, malgré ce handicap, en disant ça ne nous arrête pas, on vit comme tout le monde. Donc nous, on ne s'est jamais borné aux limites imaginaires ou supposées du handicap. Ça veut dire qu'on allait chez tout le monde dès le départ avec notre enfant. On était dans des conditions qui étaient toujours changeantes, alors que tout le monde disait qu'il fallait effectivement respecter un cadre régulier. Bon, on n'a jamais été dans ces cadres-là, donc ça ne nous a pas empêché de faire des voyages à l'autre bout de la planète, notamment de faire un tour du monde pendant 1 an l'année dernière avec notre fils.
Donc c'est vrai que dans les premiers voyages qu'il a connus, je me rappelle quand il est tout petit, on a été au Sri Lanka et effectivement à cette occasion-là, comme on changeait de lieu pas tous les jours mais tous les 2 jours, il a eu des moments ou des comportements qui montraient qu'effectivement il y avait un moment on avait franchi un seuil de tolérance sur le changement. Ça a été qu'un seul voyage comme ça, parce que les autres voyages après, il était toujours très content de nous accompagner, quel que soit l'environnement, quelle que soit la fréquence de changement, parce que en fait, il prenait plaisir, il prenait goût à être toujours dans la nature. C'était un bonheur en fait permanent pour lui. Le socle qu'il a identifié comme étant commun systématiquement, c'était sa famille. Quel que soit le regard des autres, franchement, ça ne m'atteint pas, je pense. Dans le sens, les gens je peux vous dire, ils vont avoir peur certainement de mon fils. Donc on voit bien que les cousines, dans certains cas, au début en tout cas, quand elles étaient petites, hein, avaient peut-être une appréhension de jouer avec Alexandre ou d'essayer de le contacter parce qu'il ne parle pas. Donc ça, c'est compréhensible. Mais en quelque sorte, voilà, j'ai que de la compréhension sur ce genre d'attitude ou ce genre de regard. On va dire c'est ce que tout le monde vit avec l'inconnu finalement. Et donc on a tout vu là dans ce genre de réaction des proches ou des amis. Prise de conscience et acceptation et après vouloir être compréhensif, c'est une chose. Vouloir aider, c'en est encore une autre. Et ensuite l'accueillir pour l'accompagner, c'en est encore une autre. Donc là, on peut dire qu'il y a différents paliers de proximité avec le handicap. Moi, j'ai un énorme amour pour mon enfant, quel que soit le regard des autres, ça n'a aucune influence, ça c'est sûr. Nous-mêmes, en tant que parents, on ne comprend pas notre enfant. De toute façon, on ne le comprend pas. Il est tellement différent de nous qu'on ne peut que l'entourer de bienveillance et d'amour et de l'accompagner le plus possible et de le motiver le plus possible. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est une certitude. C'est que si on s'arrête à « je ne sais pas comment faire, je m'arrête », on ne va pas aller vers l'autre et on ne va pas essayer de comprendre ou développer ce langage commun. Donc moi j'ai plutôt l'envie de faire l'autre chemin, c'est-à-dire d'essayer de dire on va essayer de comprendre le plus qu'on pourra. De toute façon, dans la vie, on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas qu'il faut toujours rester humble et puis il faut toujours essayer d'apprendre. Donc voilà, si on entreprend ce chemin de la connaissance, de la compréhension, finalement c'est une sorte de terrain de jeu qui est infini et puis c'est comme faire de l'alpinisme aussi, hein, on grimpe un petit peu et puis on apprend au fur et à mesure à avoir un dialogue commun, à engager une discussion, à engager un échange. Donc on communique beaucoup par le geste. En fait, le geste, c'est-à-dire le toucher. On a une relation un peu particulière entre Alexandre et moi. Donc je me suis fracturé la colonne vertébrale quand il avait 1 mois. Donc je suis resté 3 mois alité. Entre ces 1 mois et ces 4 mois, il était toujours avec moi. Sur moi, à côté de moi, dans le lit. Donc moi j'avais une coque, je pouvais pas bouger. Et lui, il a vécu ces 3 mois complètement en fusion avec son père. Donc ça a été un moment assez incroyable. Je crois que ça a une répercussion jusqu'à maintenant et pour toute notre vie, probablement. Alors c'est probablement ce que vivent les mères habituellement avec leurs enfants, puisqu'elles restent très proches de l'enfant les premiers mois. Et les pères, comme ils prennent pas toujours ce temps-là, ils ne vivent pas forcément ce moment-là. On se faisait des chatouilles, et il était très réactif à ces chatouilles, depuis l'origine. Et il explosait de rire depuis qu'il est tout petit. Et pour moi, c'était des explosions de bonheur. Donc quand il rigolait comme ça, c'était un amour multiplié par 1000 qui s'ouvrait. Parce que Alexandre, il ne regarde pas dans les yeux. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez un enfant qui vient de naître, qui a quelques mois, qui vous regarde jamais dans les yeux. Et alors, par contre, à ces moments où on le chatouille et il rigole comme ça, il explose de joie. C'est une sorte de communion ou d'échange qui passe instantanément. Alors là, vous avez la merveille du monde qui apparaît, quoi. C'est une force qu'on ne ressent pas dans un cadre non plus habituel, je pense.
j'ai une approche avec mon fils qui est plutôt de le pousser au maximum possible, dans toutes les dimensions. Par exemple, de mettre la table, ou de débarrasser la table, débarrasser le lave-vaisselle, d'essuyer la vaisselle, d'éplucher des légumes, enfin des choses finalement de la vie du quotidien qu'on peut lui demander de faire. En fait, je pars du principe qu'on n'a pas de limite, donc ça veut dire qu'on ne sait pas jusqu'où les enfants pourront aller. Si on s'en tient simplement à ce qu'on voit de ce qu'il peut faire, eh ben, ce sera très vite la limite. Donc moi, je pars du principe inverse, qu'en fait, il entend très bien tout et il comprend tout. Et en fait, avec le temps, en partant de ce postulat de base, on s'est rendu compte qu'il comprenait tout, en fait, et qu'il entendait tout, c'était une certitude, et après qu'il comprenait tout. Comme il n'y a personne qui a un mode d'emploi autiste, faites comme ci ou faites comme ça, bah on teste, hein, voilà, et on teste, puis on voit de façon pragmatique, ah tiens, ça marche. Là, il a compris quelque chose, il a fait quelque chose. Ou là, ça marche pas. Voilà, franchement, il n'est pas motivé par ça. Mais en fait, la motivation pour quelque chose, elle se voit pas directement, parce que si on lui dit fais ci, mais que ça l'intéresse pas, il va jamais le faire. Par contre, si on dit fais ci, et que derrière, il a une sorte de récompense par quelque chose qui lui plaît, là, il va le faire. C'est tout. Après, on va marcher un pied devant l'autre, comme pour les enfants qui apprennent à marcher, et ben, ça va être pareil. Tout le monde te regarde, hein, vous parlez bien. Impressionné. C'est pas dans les schémas habituels. Avant, j'étais dans la grosse industrie lourde internationale, donc dans le milieu de la transformation de l'aluminium. Et ce qui s'est passé donc ces derniers mois, c'est que là, j'ai sans doute pris conscience que pour moi, c'était plus possible de continuer à travailler dans un cadre traditionnel, à vivre une vie professionnelle intense et intéressante, et de passer tous les matins devant mon fils qui, lui, était à la maison, n'avait pas de solution pour son avenir, et que voilà, si je n'entreprenais pas quelque chose, il se passerait rien pour sa suite. Il n'y aurait pas de suite. Donc maintenant, j'ai choisi de quitter ce groupe et ce confort quelque part, et j'ai choisi de créer une entreprise pour créer de la place dans la société à nos enfants qui sont exclus. Donc cette entreprise s'appelle Biscornu, c'est une entreprise de la restauration. Donc le principe, c'est de pouvoir récupérer des fruits et légumes déclassés qui sont exclus aussi de ce que considère la société comme étant normé ou normal, et de les transformer par des personnes en situation de handicap pour en faire des recettes de chef étoilé. Et on va les pasteuriser pour en faire des plats qui vont se conserver 3 semaines. La démarche, elle est pour mes enfants. Donc je crée pour mes 3 enfants. Je crée pour mon premier enfant parce qu'il est en situation d'exclusion totale aujourd'hui, hein. Il ne va pas à l'école, il n'est pas dans un centre avec d'autres enfants, il reste à la maison. Et également, je crée cette entreprise-là pour mes 2 autres enfants. Parce que notre société, en excluant beaucoup de choses, crée des ravages qui sont de plus en plus notables avec les événements de dérèglement climatique notamment. Et c'est plus du tout les mêmes conditions d'enfance que ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Et je trouve ça triste et très dommage. Je dis pas qu'on arrêtera tout, évidemment que non. Évidemment que c'est une goutte d'eau dans un énorme océan. Mais c'est pour donner de l'espoir un peu à mes enfants, à mes 3 enfants. Donc je le fais vraiment par amour. Nous allons bâtir une cuisine avec plus de 70% de personnes en situation de handicap, d'accord ? Et nous allons en faire une cuisine d'excellence, d'exception. Donc nous sommes déjà en condition de travail avec ces personnes-là, et on se rend compte qu'elles travaillent aussi bien que d'autres personnes qui sont dites non handicapées. Et voire, dans certains cas, elles y mettent un tel cœur et une telle motivation qu'elles travaillent avec des rendements extraordinaires. Donc je pense qu'il faut au contraire laisser la chance et l'opportunité d'essayer. Et puis une fois qu'on a passé le cap de la connaissance, de la compréhension, et de faire la vérification chez soi que ça pouvait fonctionner, et bien de se dire peut-être que c'est pas si compliqué. Et non seulement ça se fait, mais ça se fait facilement. Alors moi j'imagine que ça s'improvise pas.
Et justement, comment est-ce qu'on fait ce chemin-là? Ça demande quand même un investissement, un effort. Eh ben, c'est ce fameux langage commun là, qui est l'effort. C'est celui-là. Donc, par exemple, dans le métier de la restauration, vous pourriez avoir le coup de feu pour le repas du midi ou le repas du soir, et donc avoir besoin d'un commis qui vienne vous aider précisément pour préparer tous ces repas. Donc 2 heures par jour, par exemple 2 heures le midi ou 2 heures le soir. Donc même à temps partiel, vous pouvez embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap et sur ces 2 heures-là, lui proposer de faire toute la préparation des salades, la préparation des légumes. Et là, vous avez déjà gagné beaucoup de temps. Donc c'est une solution qui permet au contraire d'être flexible, d'être souple et d'embaucher des personnes en situation de handicap, et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Ce qui bloque, c'est ce langage et le partage. Donc le langage, il n'est pas encore communiqué, hein, donc il n'est pas suffisamment préparé, détaillé dans les différents métiers. Le langage commun, hein, visuel, donc les protocoles de travail visuels. Dans le milieu économique traditionnel, chacun va développer sa petite méthode de son côté et se la garder pour soi. Là, c'est précisément le chemin inverse qu'on fait. On dit, toutes les bonnes pratiques, si on veut porter une vision d'une société plus inclusive, on va la porter au plus grand nombre. Donc, on va diffuser les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, qu'on va en plus, nous, explorer avec l'entreprise adaptée Biscornu et avec l'association L'Envol. On passe une unité de production et là on va monter dans la ligne de recherche et développement. Non, c'est bon, merci, je vous écoute. La première recette dans l'ordre dans lequel on les a faites, c'est un duo de carottes au cumin, pois chiches à la nette, avec une feta. Ensuite on a une autre entrée qu'on a fini de réaliser il n'y a pas longtemps. Un duo mousseline de céleri et purée de pois cassés. Ensuite, on a fait un potage parmentier. Donc c'est un velouté de poireaux et pommes de terre, très classique, avec de la saucisse fumée, une pointe de crème épaisse à l'intérieur. Alors moi je suis Jean-Marie Courtel, je suis chef de chez Biscornu. Et donc je suis cuisinier, ça fait 20 ans que je fais ça. Qu'est-ce que ça change de travailler avec des personnes en situation de handicap? Ça nous amène à être beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus zen, on va dire. On ne peut pas être dans une cuisine où il y a ce rush, où il y a cette pression. Là on ne met pas de pression, là on essaie d'adapter nos recettes à faire en sorte qu'elles soient faciles pour eux à appliquer. Donc dès qu'on fait une fiche technique, on va essayer de simplifier les choses pour pas qu'ils se sentent frustrés. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner. Vous retrouvez la même efficacité dans le travail, la même dynamique. Comment ça se passe? Exactement. En fait, ils sont déjà très heureux de trouver un travail parce que c'est pas facile pour eux de trouver un travail. Donc ils sont très heureux, très motivés. Et en fait, vous avez des personnes qui arrivent le matin et qui arrivent déjà une demi-heure avant. Et qui sont heureux de venir travailler, et ça c'est un réel plaisir en fait. Ah mais ça se passe très bien, parce qu'ils ont la motivation, ils ont l'envie. Je suis Théo Bell. Je suis venu ici pour faire 2 essais chez Biscornu au début du mois de juillet. Et je suis commis. On travaillait sur des verrines, on met des couches par couche pour bien organiser. Par exemple, j'enlève la peau du poisson et même j'enlève les moules dans des coquilles. Et on a épluché les légumes et les fruits. C'est sympa pour moi. Ça, c'est ce que vous avez fait ce matin? On a fait ce matin, on a mis de la pâte à marron, des pommes, du jus de citron, du miel. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ouais. On ne va pas viser des niveaux de CAP ou de BEP, des niveaux de formation qui existent. Nous, on va viser des niveaux de compétences ou d'acquisition d'opérations simples qui vont par contre être recherchés par des restaurateurs, des traiteurs, des personnes qui vont avoir besoin de ces compétences-là. Donc employables, même pour des petites durées,
dans différents milieux. Mon fils, il y a beaucoup de choses probablement qu'il ne sera jamais capable de faire. Et pour autant, on va essayer de l'emmener le plus loin possible. Puis que ce soit un enfant en situation de handicap ou un enfant classique, ce sera pareil. De dire non, on peut toujours entreprendre pour aller plus loin, ensemble, de le faire de façon bienveillante. Donc c'est de ne pas attendre non plus un niveau à atteindre. Je crois que le niveau d'exigence, c'est ça aussi qui peut être un frein, c'est-à-dire d'avoir pour soi-même une image de ce qu'on devrait atteindre et ne pas y arriver. Et là, c'est se mettre déjà en condition d'échec. Par contre, si on démarre dans l'autre sens, en disant je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais par contre je vais entreprendre un chemin pour aller plus loin, vous êtes certain d'y arriver quelque part. On ne sait pas à quel endroit, mais vous arriverez à atteindre un niveau. Et ça, c'est une question de regard sur ce qui nous entoure. Moi, j'ai toujours eu un regard qui appréciait particulièrement la différence. En fait, je trouvais plus d'intérêt à ce qui était différent qu'à ce qui était standard ou normal. En fait, je comprenais même pas qu'on puisse s'intéresser au normal, entre guillemets. Donc, c'est ce regard sur la différence, je pense, qui m'a permis de considérer toute chose qui m'entourait comme une opportunité d'apprentissage et même de possibilités de développement. Donc c'est une déconstruction probablement par rapport à ce qu'on nous enseigne à l'école ou en formation, de dire voilà comment les choses fonctionnent. Moi, j'ai pas cette vision des choses, c'est plutôt voilà ce qui nous entoure et qu'est-ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui nous entoure. C'est sans fin, en réalité. Mon fils, c'est un diamant brut. Ça veut dire qu'il recèle tous les éclats, toute la lumière en lui, sans qu'il soit poli, sans qu'il soit taillé. Donc c'est une merveille, en fait, mon fils. Il a toute cette beauté à l'intérieur et qu'il faut savoir percevoir. Donc il faut savoir regarder différemment les choses. Dans mon cas, j'ai pas besoin de l'avoir poli ou travaillé. C'est-à-dire que j'ai directement cette relation intime avec mon enfant qui fait que je vais avoir ce lien d'amour qui va se créer dès que je vais le regarder. Mais je perçois en lui toute cette beauté. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une lumière à l'innocence. Je ne sais pas si je peux clairement exprimer cette notion-là, mais quand il n'y a jamais aucun second degré, jamais d'intérêt, je trouve que c'est d'une pureté incroyable. Voilà, j'aimerais bien que les gens le voient comme ça. J'aimerais bien que les gens considèrent un peu toute personne différente avec ce même rayonnement. C'était le 7e épisode d'Atypique et alors. Ce podcast est produit par Marine Isambert d'Originel et réalisé par Brice Andloer. Un grand merci à Olivier Tran de nous avoir ouvert ses portes et livré son ressenti de papa. Pour en savoir plus sur le projet Biscornu, rendez-vous sur notre site originel.fr. Vous y trouverez également toutes les autres initiatives que nous soutenons. Merci pour votre écoute, vos retours de plus en plus nombreux qui nous confortent sur notre raison d'être, libérer la parole et sensibiliser à l'autisme. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux. À bientôt pour le prochain épisode.